Voilà, tel que promis, nous avons avec nous Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette. La semaine passée, il est venu nous donner ses commentaires quant au budget provincial et ce matin, il vient de donner ses commentaires ou son analyse quant au budget fédéral qui a été déposé hier par la ministre des Finances et vice-premier ministre, Mme Chrystia Freeland. Régent Lemieux, bon matin. Bon matin, Michel. Donc, provincial suivi du fédéral. Oui. Et je pense que les nouvelles ne sont pas meilleures non, effectivement. qu'un gouvernement ou l'autre. Écoute, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu retiens? Tu sais, si on regarde, là, parce que ça n'a pas été long, ça a pris quoi, une vingtaine de minutes? Alors que le provincial, ça ne finit plus, là, mais Mme Freeland, ça a pris quoi, 20-25 minutes, puis c'était fini. Qu'est-ce que tu retiens de l'idée principale là, du dépôt du budget fédéral hier? Oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, la présentation, des fois, sont courtes, mais le contenu est quand même très élargi. Donc, on y va vraiment vers l'essentiel. Moi, qu'est-ce que je retiens, malheureusement? La mauvaise nouvelle qu'on a ce matin, c'est qu'on va s'endetter de plus en plus. Donc, on dépense plus que l'argent rentre au gouvernement. Donc, notre endettement, qui était présentement au niveau de la dette totale fédérale, on parle de 1 181 milliards de dollars qu'on a comme dette. On va rajouter cette année, dans le fond, une dette de 43 milliards qu'on va finir cette année. Donc, plus haut que ce qui avait été prévu. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'au cours des 5 prochaines années, on devait retrouver l'équilibre budgétaire, même faire des surplus budgétaires. Et là, ce matin, on nous annonce que dans le fond, on s'en va vers un trou de 14... On remplit tout le temps notre endettement. Donc, on n'atteindra pas l'équilibre budgétaire sur 5 ans. Et ça, pour les économistes, pour le monde des affaires et pour les consommateurs, ça devient un peu inquiétant par rapport à ça. Ça, c'était la partie négative qui est sortie du budget. Par contre, il y a quand même 7 points que j'ai retenus qui viennent vous affecter, vous, directement comme consommateur par rapport à ce budget-là. Et c'est ces points-là que j'aimerais passer avec vous ce matin, là, en lien avec ça. Donc, on retient au départ que l'équilibre, on ne l'aura pas à court terme. On a même utilisé aussi une réserve additionnelle pour atteindre nos objectifs. Puis malheureusement, qu'est-ce qui est plus dur à comprendre là-dedans, Michel, c'est que on fait par esprit, une façon de parler de faire par esprit, c'est qu'on rajoute des programmes additionnels. Parce que si on ne rajouterait pas ces programmes-là additionnels, on atteindrait l'équilibre budgétaire. Donc, on rajoute des programmes pour atteindre un déficit. Donc, avec des justifications bien entendues. On mentionnait hier que c'est un gouvernement dépensier. Oui, bien dans le fond, quand on a des régimes libéraux, donc c'est toujours des déficits qui sont annoncés. Je pense qu'il y a Paul Martin, à l'époque, qui réussit à atteindre l'équilibre budgétaire, mais quand on a des libéraux, c'est vraiment des régimes à bord ouvert, si on peut dire. Donc, on dépense beaucoup d'argent, on remet beaucoup d'argent dans l'économie. Alors que M. Harper, lui, avait réussi pendant les 8 ans qu'il était là. Il restreignait la dette totale. Baisser la dette, puis... C'est deux stratégies qui sont complètement différentes. Mais qu'est-ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, c'est que le taux d'intérêt n'était pas prévu d'augmenter aussi rapidement que ça. Et c'est ça qui cause qu'on va atteindre, à un moment donné, 235 milliards d'intérêts qu'on va payer sur l'ensemble de nos dettes. 235 milliards d'intérêts. D'intérêts qu'on va atteindre avec les taux d'intérêt qu'on a actuellement. Donc, on espère que les taux d'intérêt vont baisser, mais présentement, c'est l'impact que ça crée sur notre budget fédéral. Donc, on devient plus fragile comme pays comparativement à ce qu'on l'était. Est-ce qu'on mentionnait hier, excuse-moi, qu'au niveau du G7 et du G20, on est un pays qui est, ça fait drôle à dire, mais en meilleure posture par rapport aux autres. Quand on se compare, on se console, malgré les dettes qu'on a, mais on dit que notre pays est quand même bien positionné par rapport à son endettement si on compare avec les autres pays du G7 et du G20. Ça, c'est vrai comme donnée. Si on se compare par rapport aux autres pays, mettons juste les États-Unis, on est beaucoup moins endetté que les États-Unis par rapport à notre produit intérieur brut. Présentement, on parle qu'on est à 43,5 du produit intérieur brut, on est endetté. Donc, ça reste quand même un des pays du G7 les moins endettés dans le G7. Par contre, l'objectif, ce n'est pas de suivre l'exemple des autres, c'est de s'améliorer comme pays pour nous permettre d'être fort économiquement parlant. On y va avec les 7 points? Oui, les 7 points. Peut-être le premier point important pour vous, c'est au gouvernement provincial, Michel, on avait baissé les impôts de 1 %. Donc, on avait touché tout le monde par une baisse d'impôts. On va vous présenter un tableau. Là, qu'est-ce que le gouvernement fédéral nous annonce? Il va nous donner un versement unique pour l'épicerie qu'on appelle. Donc, c'est un versement qui va être versé aux gens qui ont droit au crédit pour la TPS. Pour la TPS. Dans le fond, les gens, qui ont droit, c'est les gens qui ont 19 ans et plus, qui ont des revenus qui se situent entre 42 000 et 62 000 de revenus familial. C'est ces gens-là qui vont recevoir ce montant-là. Ce montant-là, attendez-le pas ce matin, il va être annoncé prochainement, mais il est officialisé, mais il va peut-être rentrer au cours des prochains mois. Si on prend le cas pour un célibataire, ça va donner 234 $. Pour un couple sans enfants, ça va donner 306 $ qu'ils vont recevoir par paiement unique. Monoparental, 234 $. Et pour une famille avec 2 enfants,
on parle de 467 $ qu'ils vont recevoir. La bonne nouvelle... Par personne du couple ou par couple? Par personne. Par personne. Oui. Ça, il faut comprendre, Michel, dans le fond, là, que c'est déjà mieux que le provincial. Parce que le provincial, si tu te souviens, 20 000 et moins, on donnait 8 $ d'économie d'impôt. Là, on annonce au moins des 234 $ qui vont venir toucher les gens à faible revenu. Ça, c'est une bonne nouvelle que Mme Freeland nous annonce par rapport à cette baisse-là, qui vient vous toucher tous. Une bonne partie des gens sont touchés par cet élément-là d'un paiement unique. Le deuxième élément qu'on peut parler, c'est les frais d'itinérance. Les frais d'itinérance, Michel, on en paye sur nos voyages, on en paye sur nos frais d'Internet, nos frais de téléphonie. On en paye également aussi au niveau des billets de spectacle. Ceux qui veulent venir attaquer pour venir réduire ces frais-là. Dans le fond, ce sont des frais qui s'additionnent tout le temps sur le billet de spectacle pour des frais administratifs, etc. Ça, ils veulent mieux contrôler ça parce qu'il y a comme eu exagération qui se fait par rapport à ces frais-là. Donc ça va venir vous toucher également aussi comme consommateur en lien avec ça. L'élément important, c'est la carte Visa et Mastercard. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de la région. Le gouvernement va venir s'attaquer sur les frais que nous charge aux entreprises. En moyenne, les gens, lorsque vous utilisez votre carte de crédit, lorsque vous consommez chez les commerçants payent entre 1,5 % et 3 % de frais. Okay? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous passez votre carte, le commerçant paye ce montant-là. Effectivement. Donc, c'est pas... Ça baisse son profit sur le produit vendu. Effectivement. Mettons, sur un chiffre d'affaires d'un million, mettons, par année, le commerçant, ça va coûter en moyenne 15 à 20 000 $ par année qu'il paye aux cartes de crédit Visa et Mastercard. Le gouvernement veut venir réduire de 27 % ce montant-là en s'attendant avec les firmes, les oligopoles qu'on appelle, parce que ce sont vraiment une petite firme d'entreprise qui détiennent ces cartes de crédit-là. Donc, 27 %. On parle pour un chiffre d'affaires d'1 million, une économie de quand même de 4 000 $ que ça va donner aux commerçants locaux. Et là, on espère qu'indirectement, les commerçants vont venir aider aussi les consommateurs, peut-être à venir réduire, parce qu'indirectement, les consommateurs le payent, ce montant-là. Tous les frais que ça coûte, bien, indirectement, on refile la facture aux consommateurs. Okay. Donc ça, c'est un élément intéressant. L'autre élément intéressant, c'est le régime d'épargne-études. Dans le temps, on pouvait sortir un montant de 5 000 $ par année pour les études. Là, on le monte à 8 000 $. C'est sûr que le coût de vie a augmenté. On va permettre de sortir plus d'argent pour le régime d'épargne-études. C'est une autre donnée qui est intéressante. L'autre élément très intéressant, les soins dentaires. Les soins dentaires vont devenir gratuits pour les gens qui ont des revenus inférieurs à 90 000 $, les revenus de couple, puis les revenus individuels de 70 000 $ et moins. Donc, ça touche majoritairement beaucoup de monde. Lorsqu'on va aller chez le dentiste, on ne payera plus des frais. Donc, on n'aura plus à avoir d'assurance en lien avec ça parce que c'est le gouvernement qui va gérer cet élément-là. Donc, ça, c'est un élément intéressant que le NPD avait demandé pour être capable de maintenir le gouvernement fédéral au pouvoir. Donc, c'est de la négociation politique qu'on parle. Ça, c'est un bel exemple. Le NPD a demandé que les soins dentaires soient gratuits pour les familles. Et là, ça a été appliqué dans le budget. L'inconvénient... C'est quand même énorme, là, parce que, bon, on sait ce que ça coûte, les frais dentaires. Là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Là. Très bonne nouvelle. Ça va paraître sur, effectivement, le lavage des dents. Donc, ils viennent également aussi élargir tous les services dentaires. Donc, ça touche la majorité des services dentaires. Là. Donc, pour les consommateurs, pour vous, les contribuables, c'est vraiment intéressant comme mesure. Ça va coûter quand même 13 milliards au gouvernement de faire ça. C'est le double de ce qui avait été prévu. Au gouvernement, là, dans le fond, qu'est-ce qu'il prévoit? C'est toujours le double ou le triple. C'est plate à dire, là, mais c'est quasiment ça qu'on entend tout le temps. Il arrive une mesure, ça va coûter 7 milliards, finalement, ça en coûte 13 milliards. Donc, il y a peut-être besoin des comptables dans la boîte un peu plus pour être capable de mieux gérer ça. Il n'y a pas de poste à faire, là? Un message d'annonceur. L'autre élément qui est intéressant, Michel, le CELI App. Le CELI App, dans le fond, c'est que les gens qui cotisent à leur CELI, ils vont être en mesure d'utiliser ce montant-là pour acheter leur première maison. Donc, ça n'existait pas. Avant ça, il y avait le RIR qu'on pouvait utiliser pour acheter notre maison. Donc, c'était quand même limité. Là, on rajoute le CELI App qui permet d'investir un montant jusqu'à 40 000 $ pour acheter notre première maison. Ça vient contrer un peu la problématique qu'ont les gens d'acheter leur première maison. On sait que ça prend un cash minimum. Puis ce cash-là est difficile à trouver. Donc, les gens qui réussissent à épargner, des fois, ils ne mettaient pas tout l'argent dans un RIR. Il y en a qui le mettent dans un CELI. Puis là, on peut utiliser cet argent-là pour acheter notre première maison. Donc, ça va être admissible à partir du 1er avril 2023, donc prochainement. Ça, c'est un autre élément qui s'est rajouté. Et un élément intéressant aussi, le prêt pour les résidences va être augmenté au-delà de 25 ans.
Donc, ils veulent faire une la mesure période d'amortissement au-delà de 25 ans. Ça veut dire quoi pour les consommateurs? Ça veut dire que lorsqu'on emprunte une maison, avant ça, à l'époque, c'était 15 ans. Peut-être tout a connu plus 15 ans, 20 ans, 25 ans. Puis là, on va aller au-delà de 25 ans. On se rapproche un peu vers les pays occidentaux, là, comme le Japon, là, dans lesquels les prêts sont beaucoup plus étirés dans le temps, parce que ça reste que la valeur de l'actif, c'est-à-dire la résidence, demeure une valeur sûre. Même une résidence augmente de façon constante. Donc, c'est quand même une valeur sûre. Je pose une question, Régent, à savoir, dans le temps, c'était 35 ans d'amortissement. Sous le règne de M. Harper, ça a baissé à 30 ans. Et là, ils l'ont baissé à 25 ans. Pourquoi? C'était quoi le but du gouvernement canadien, sous Harper, de baisser l'amortissement au niveau des hypothèques? Bien, c'était plus au niveau de l'accessibilité facile du crédit. Là, ils ont resserré les critères d'admissibilité du crédit. Puis là, ils sont en mesure de réaugmenter la durée de prolongation. Okay. Dans le fond, ils ont venu un peu rééquilibrer ça. Parce qu'à un moment donné, le crédit est venu très facile à obtenir. Mais là, avec l'augmentation du taux d'intérêt, on essaie maintenant de mettre des mesures en disant, mais c'est quoi votre capacité de payer pour la maison, etc. Donc, on s'assure que l'endettement familial va être quand même modéré pour être capable de faire face à leurs obligations quotidiennes. Là, on est en mesure de venir réaugmenter la durée de vie. Pas la durée de vie, mais là, ils n'ont pas mentionné... Là, actuellement, c'est 25 ans, mais ils n'ont pas dit que ce serait 30 ans ou 35 ans. Non, pas encore. Là. Okay. Dans le fond, on a eu la mesure principale. C'est une prochaine annonce. Le détail, on va le savoir davantage. D'ailleurs, c'est ça qui arrive dans les budgets, c'est qu'on annonce les principaux titres qui ont de l'impact, puis par la suite, on vient un peu ajuster, vient mentionner les éléments là-dessus. Moi, ce que je remarque, c'est que tu as dit beaucoup, tu as dit souvent... Le bon point. Alors, sur 7 points, je trouve que tu as mentionné souvent qu'il y avait de bons points. Donc, est-ce que, par rapport, parce que moi, je veux toujours ramener ça chez nous, est-ce que pour nous, les consommateurs, nous, sur la Côte-du-Sud, là, c'est un bon budget? Bien, en général, sur les points qu'on a mentionnés, c'est sûr que quand le gouvernement ouvre dans le fond son portefeuille, puis qu'il donne des éléments incitatifs aux consommateurs, c'est bon pour le consommateur. À court terme, c'est bon. Donc, on ne se le cachera pas. Là. À court terme, le budget il est bon parce que ça va vous donner plus d'argent dans vos poches par rapport à la TPS, par rapport aux frais de crédit, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que c'est positif pour la majorité des gens, des consommateurs. Par contre, on doit toujours penser à la prochaine génération et qu'est-ce qui va s'en venir. Le retour du balancier, comme on dit. Dans le fond, de la dette, entre autres? Oui. Peut-être leur faire là-dessus, la dette qui, à l'époque, était environ de 670 milliards. OK? Ça, c'est avant la pandémie. Avant la pandémie, en 2020. Donc, en 2 ans, on a monté à 1181 milliards. Incroyable. Ça, c'est relié aux programmes qu'on a parlé longtemps, Michel, les programmes de PCU, les programmes de subvention salariale d'urgence, les programmes de subvention pour les loyers, etc. C'est des milliards qui étaient mis dans l'économie. Puis ça, on l'a mentionné, ça a causé de l'inflation parce que les gens avaient beaucoup d'argent pour consommer. Puis là, présentement, on a un taux d'inflation élevé. On a dû augmenter le taux d'intérêt par rapport à ça. On se ramasse avec un taux d'intérêt élevé. Et là, on commence à réduire ces éléments-là. Il n'y a plus de subventions qui sont données. C'est ça qui peut faire mal. Donc là, on parle d'une récession modérée. Au provincial, on parlait qu'il n'y aurait pas de récession ou pratiquement pas de récession. Là, on parle d'une récession modérée. Pourquoi? Parce que la croissance économique qui est prévue est de 0,3 % en 2023 et seulement de 1,5 % en 2024. Donc, c'est des croissances qui sont très minimes. C'est ça, Michel, qui inquiète beaucoup les économistes. C'est que, dans le fond, on s'endette, puis les entrées d'argent futures qui s'en viennent sont modérées. Tu comprends? On n'a pas de croissance importante. C'est ça qui fait qu'on a de la misère à comprendre le budget de Mme Freeland. C'est l'élément négatif, c'est qu'on doit penser à long terme la prochaine génération. Régent, une question. Les entreprises, durant la pandémie, ont eu une aide financière là, de 60 000 qu'ils doivent rembourser au 31 décembre, 40 000 s'ils le remboursent avant le 31 décembre. Oui. Mais à partir du 1er janvier, c'est 60. Est-ce que si les entreprises remboursaient le 40 000, est-ce que ces argents-là vont entrer dans les coffres du gouvernement et faire diminuer le déficit? Bien, dans le fond, c'est déjà prévu que l'argent va rentrer dans les coffres du gouvernement. Donc, c'est déjà comptabilisé. C'est comme un compte à recevoir. Donc, ça ne vient pas affecter la dette. C'est une bonne question, mais ça ne vient pas affecter la dette, un remboursement de la dette. Donc, c'est déjà prévu. C'est comme on a prêté de l'argent. Pour le gouvernement, c'est un compte à recevoir. La journée qu'on rembourse le 40 000, c'est là qu'on va le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de mauvaise créance parce que c'est l'institution financière qui va reprendre le prêt. Dans le fond, le gouvernement oblige que si tu n'as pas l'argent pour le rembourser, ton fameux 40 000, c'est l'institution financière qui va venir te le prêter avec un taux d'intérêt. Mais par contre, tu vas perdre ta subvention qui était de 20 000.
Donc, ça peut... C'est une économie là-dessus qui peut arriver au gouvernement parce qu'ils vont se faire rembourser au moins le 20 000. Il y a peut-être ce côté-là qui peut apporter. Et si jamais les entreprises qui ont eu besoin de ces argents-là ne sont pas capables de rembourser au 31 décembre le 40 000, ce prêt-là devient 1er janvier 60 000, on l'a mentionné. Oui. Est-ce que ça peut créer une récession ou des difficultés financières parce que les entreprises, avec les taux d'intérêt, parce qu'ils devront rembourser le 60 000 au taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça crée une autre possibilité de mettre l'économie en difficulté? Bien, ça vient fragiliser plusieurs entreprises. Donc, on parle beaucoup de PME. Dans le fond, sur notre territoire, pour nous, c'est négatif parce qu'il y a des entreprises qui ne seront pas en mesure de rembourser ce 40 000-là. Ils devront l'emprunter parce qu'ils ont eu quand même des problèmes financiers durant la période de pandémie. Donc, il y en a vraiment qui c'était pour eux nécessaire de l'avoir. Fait qu'il y en a là-dedans qui ne sont pas en mesure plus aujourd'hui avec le taux d'intérêt qui a augmenté. Donc, ça vient encore fragiliser l'entreprise. Qui dit fragiliser l'entreprise peut mettre en faillite une entreprise, puis c'est ça qui peut débouler dans une économie. On n'a qu'à penser le dossier du groupe UOT à Québec, qui est un gros constructeur qui est fragilisé présentement dans les journaux. Là. Ça peut venir fragiliser plusieurs entreprises, tous les sous-traitants qui se retrouvent en dessous. Donc, les petites entreprises qui gravitent autour de ces géants-là de la construction, ça vient les fragiliser. Puis là, ça peut emporter des faillites. Faillite dit perte d'emploi, etc. Donc, c'est le cercle négatif qui commence. Là. Mais là, on n'est pas rendu là pour l'instant. Là. On va essayer de rester positif. Effectivement. Donc, ce qu'on retient, parce que moi, ce que j'ai vu, Journal de Québec dans le rouge pour longtemps, là, on sait qu'il n'y a pas d'équilibre financier à court ou moyen terme. Ça, c'est ce qu'on retient, là, c'est qu'on va continuer à s'endetter. Mais qu'est-ce que le comptable chez Mallette retient là, de ce budget-là? Bien, je retiens quand même qu'il y a des côtés positifs qui en sortent quand même pour venir toucher les gens à faible revenu de façon beaucoup plus intense au niveau fédéral qu'on l'est au provincial. Donc, ce côté-là, c'est positif pour les gens, les gens à faible revenu qu'on a misère à arriver. Donc, on vient compenser ces éléments-là. Par contre, ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir sur l'avenir également aussi. Puis ça vient inquiétant par rapport au niveau de l'endettement. C'était la partie très négative du budget. Donc, il y a toujours des positifs et des négatifs dans un budget. C'est ça qui ne rassure pas présentement le monde des affaires. Et les le 1 500 milliards, on atteindrait ça quand? À partir de? C'est environ dans 5 ans. OK. 1 500 milliards à 3 ou 4 on va rajouter environ 40 milliards par année là, sur 5 ans. Là, ça va monter pas loin de là, avec les intérêts, parce que les intérêts font créer de la dette additionnelle aussi. Est-ce que c'est un bon budget, un pas pire budget ou c'est de la chenoute? Je n'ose pas donner une cote, là, mais dans le fond, moi, je te dirais que c'est un budget peut-être B. Là. Mettons, c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire. Par contre, il y a des points intéressants là-dedans. Donc, mais comme je me dis, Mme Freeland, il faut qu'elle pense un peu que c'est l'argent des contribuables. Il y a quand même beaucoup d'endettement actuellement. C'est ça que je vois pas. Je vois pas qu'ils sont aussi conscients. C'est drôle à dire, là, mais on a de l'endettement, puis c'est inquiétant pour on termine là-dessus. J'apprenais que lorsque les libéraux c'est un gouvernement plus dépensier, alors que les conservateurs, ça le dit, sont plus... conservateurs ont tendance à restreindre les dépenses. Dans le budget en passant fédéral, on a restreint certaines dépenses. Là. On va faire attention sur les voyagements, etc., sur les sous-traitants qu'on va engager. Oui, il y a des dépenses qui vont être restreintes, mais on a rajouté beaucoup de nouveaux programmes. Est-ce que ces nouveaux programmes-là... on n'a pas parlé de l'énergie verte, là, on parle de milliards qui vont être mis dans... 80 milliards vont être mis dans l'énergie verte parce que ça ne vous touche pas, vous autres, directement. Mais c'est une des raisons qui crée ce déficit-là cette année. Dans les prochaines années, c'est l'argent qu'on met dans cette énergie verte-là. On pourrait en parler très longuement de tout ça, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Régent, d'avoir été avec nous. Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette, c'est notre chroniqueur économique également. Voilà, c'était ce qu'on avait comme analyse à vous présenter aujourd'hui par rapport au budget qui a été déposé hier par Mme Freeland, qui est la ministre des Finances et vice-première ministre du Canada. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec Marie-Ève.